Il existe des affaires criminelles si choquantes et déchirantes qu'elles laissent une empreinte indélébile, plongeant un public dans une horreur silencieuse et soulevant des questions sur la capacité de l'être humain à commettre l'impensable. Parmi ces histoires, deux cas se démarquent par leur brutalité et leur incompréhensibilité. L'affaire de Macy Mary Sylvie, une jeune mère californienne condamnée à perpétuité pour la mort de sa fille, mais aussi celle de Chynna Arnold, qui a secoué l'Amérique avec des détails si atroces qu'ils défient toute logique. Ces deux histoires mettent en lumière des tragédies où la détresse, la violence et l'impuissance se mêlent, bousculant nos certitudes et posant une question troublante. Comment de tels actes sont possibles ? En explorant les témoignages, les preuves et les émotions au cœur de ces deux procès, nous allons nous aventurer dans les recoins les plus sombres de l'esprit humain, là où la douleur et la folie se rejoignent. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Murders Explained. Vous l'avez compris, aujourd'hui je ne vous parle pas d'une mais bel et bien de deux histoires, étant donné que je suis tombé sur deux affaires qui sont similaires dans la manière où l'acte reste le même. On est sur un parent qui détruit la vie de son enfant. J'ai donc décidé de lier ces deux affaires ensemble et j'espère qu'elles seront inédites pour vous. Si c'est le cas et que vous appréciez mon travail et le travail de Murders Explained, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Je vous retrouve tout de suite pour la première histoire, celle de Macy Mary Sylvie. Cette histoire tragique, cette première histoire, s'articule autour de Macy Mary Sylvie, une jeune mère californienne de 21 ans, dont la vie a basculé à la suite de son implication dans un drame familial bouleversant. Elle a été condamnée à une peine de 33 ans d'emprisonnement à perpétuité pour son rôle dans la mort tragique de sa fille de 2 ans, Riley. Ce fait divers va être très troublant, que ce soit sur papier, mais également dès lors où on connaît les détails de cette affaire, tout ce qui a été révélé durant le procès. Assister aux audiences a été une expérience marquante, voire perturbante. Les visages des personnes impliquées ainsi que les voix tremblantes des témoins et des proches ont suscité pas mal d'émotions, mais également les arguments méthodiquement exposés par l'accusation. Tout ceci a ajouté une certaine lourdeur émotionnelle inattendue. En retraçant les événements, les procureurs ont dépeint un tableau glaçant de la négligence et du désespoir. Au mois de mai de cette année fatidique, la petite Riley a été retrouvée inconsciente dans une voiture garée le long d'une autoroute isolée du comté de Shasta en Californie. Les secours ont été appelés d'urgence et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont tenté par tous les moyens de réanimer l'enfant. Malgré leurs efforts désespérés pour la sauver, Riley a succombé dans la nuit, après avoir été transférée à l'hôpital. Le rapport de l'autopsie est venu confirmer ce que les enquêteurs redoutaient. Cette fillette innocente avait ingéré une combinaison dévastatrice de substances, pas moins de 7 à 15 médicaments sur ordonnances différentes. Cette découverte a provoqué un choc dans la salle d'audience et a également mis en lumière la gravité de l'affaire. Les experts ont décrit comment ces médicaments, pris en doses cumulatives, donc les uns après les autres, auraient provoqué un arrêt cardiaque, plongeant cette petite fille, Riley, dans une mort aussi lente que cruelle. Les détails médicaux exposés par les spécialistes étaient d'une froideur clinique. Mais le fait d'imaginer un enfant de 2 ans souffrir des effets de tant de médicaments puissants ajoutait aussi une autre dimension à cette affaire, une terreur insoutenable. Le visage de Macy Mary Sylvie, la mère, restait impassible durant les dépositions, mais le poids de l'accusation était palpable. Chaque détail, chaque mot était assourdissant, mais également rendait le silence le plus pesant dans cette salle d'audience. Le verdict final, aussi lourd soit-il, a semblé offrir une forme de justice pour la petite Riley,
bien que effectivement rien ne puisse réellement effacer le drame de sa très courte vie. Ce qui a le plus bouleversé tout le monde dans cette affaire, ce n'était pas seulement la découverte que la petite Riley avait ingéré une combinaison létale de médicaments, non, mais surtout le fait que sa mère avait choisi de ne pas intervenir. Lors du procès, il a été révélé avec une clarté effroyable que la mère avait retenu l'aide médicale pendant de longues heures. En gros, elle a laissé sa fille lutter pour sa vie, alors que les médicaments continuaient de faire leur effet dévastateur et destructeur. Elle avait regardé Riley se détériorer, consciente des souffrances de cet enfant, le sien, mais elle a choisi délibérément de ne pas appeler les secours immédiatement. Ce détail glaçant a donné une dimension encore plus atroce à l'affaire, faisant basculer ce qui aurait pu passer pour une tragique négligence vers quelque chose de plus sombre et difficilement pardonnable. La défense, en essayant d'excuser cet acte, a dépeint cet incident comme un accident tragique. Macy a d'abord affirmé que Riley avait accidentellement avalé les pilules laissées à sa portée. On parle quand même de 7 à 15 médicaments, donc elle a avalé tout ça accidentellement et tous les médicaments étaient laissés à sa portée, laissez-moi en douter. Cependant, au fil de l'enquête, cette version des faits a commencé à s'effondrer. Les enquêteurs ont découvert des incohérences et des contradictions dans le récit de la mère, révélant une vérité beaucoup plus sinistre. Les preuves accumulées ont démontré non seulement l'inaction de Macy, mais aussi une série de décisions troublantes qui semblaient compromettre directement le bien-être de sa propre fille. Le jour de la condamnation, la tension dans la salle d'audience était palpable. Les visages des membres de la famille de Riley, des spectateurs et même des jurés trahissaient la douleur et l'incrédulité face à l'horreur de ce drame familial. Parmi eux, un homme a particulièrement retenu l'attention et ému toute la salle. John Harrison, le grand-père paternel de Riley. En prenant la parole, sa voix était chargée d'émotion. Elle tremblait alors qu'il exprimait une peine profonde et une colère qui habitait toute la famille depuis la perte de cet enfant. Il n'a d'ailleurs pas mâché ses mots. Il a qualifié les actions de Macy de monstrueuses. Sa douleur au grand-père était brute, palpable, et chaque mot qu'il prononçait résonnait comme un écho de chagrin, quelque chose d'insoutenable pour cette perte. John a dit qu'il ne pourrait jamais comprendre comment quelqu'un, et surtout une mère, pourrait infliger une telle souffrance à son propre enfant. Une question qui restera à jamais sans réponse, inscrite dans la mémoire de tous ceux qui ont suivi ou vécu cette affaire. Pour mieux comprendre les profondeurs psychologiques de cette tragédie, nous avons consulté une experte traumatologue, Cher Botwin, travailleuse sociale clinique agréée et spécialisée dans les traumatismes familiaux. Ces analyses ont ouvert les yeux sur la complexité des facteurs en jeu. Cette dame a expliqué comment des problèmes de santé mentale non traités et un manque de soutien social peuvent malheureusement parfois mener à des actes inimaginables, des comportements qui défient toute logique. Elle a décrit les pressions psychologiques que peuvent amener une personne, même un parent, à agir de manière destructrice, à la fois pour elle, mais aussi pour ses proches, lorsqu'ils se sentent isolés, accablés par des difficultés personnelles et insurmontables. Pourtant, malgré cette perspective précieuse, il reste une vérité qui ne changera jamais. La vie d'une enfant innocente, Riley, a été tragiquement perdue. Et aucune analyse ne pourra jamais effacer cette perte irréparable. En observant les images du procès, en écoutant chaque détail de cette affaire, on peut réfléchir aux implications plus larges d'une telle tragédie. Au-delà du cas de Macy et de Riley, cette histoire met aussi en lumière quelques questions qui vont bien au-delà des faits immédiats. Comment notre société pourrait-elle mieux soutenir les familles en difficulté pour prévenir de tels drames ? Quel système de prévention et d'assistance pourrait être mis en place pour détecter les signes avant-coureurs de ces comportements? Certains de ces signaux sont souvent bien mis en avant au préalable qu'une tragédie se produise, mais ils sont trop souvent ignorés, par manque de sensibilisation ou de ressources. L'affaire de Riley, au-delà de sa dimension personnelle et dévastatrice pour la famille, résonne comme un appel à l'acte. Elle nous incite à reconsidérer la manière dont nous percevons et gérons les troubles mentaux au sein d'une même communauté. La mort de Riley laisse une cicatrice indélébile dans le cœur de sa famille, mais aussi pour toutes celles et ceux qui ont suivi cette histoire et qui peut-être se reconnaîtront en cette mère ingérable.
En repensant à cette histoire, on peut se rendre compte qu'on est tous marqués par cette tragédie, comme tant d'autres qui l'ont vécu de plus près. On pourrait se demander ce que chacun de nous pourrait faire pour prévenir de telles tragédies dans le futur. Cette histoire nous rappelle cruellement que chacun d'entre nous porte une part de responsabilité dans la protection des plus vulnérables. Il est facile depuis l'extérieur de porter un jugement sur des drames comme celui-ci. Pourtant, au-delà de l'indignation et de la tristesse, ces tragédies m'imposent, je pense, à penser à un examen de conscience collective. On pourrait essayer de penser également aux autres, à quel moment on a échoué. J'ai aucune envie de prendre la défense de la mère, Macy, mais elle semblait être elle-même en détresse. Et donc, les proches ou des personnes qui sont extérieures auraient peut-être dû sonner cette sonnette d'alarme et protéger Riley en l'enlevant de sa mère, le temps que celle-ci se soigne. Comment est-ce qu'on a pu en arriver au point où tous ces signaux d'alarme sont restés sans réponse? Mais également, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, individuellement et collectivement, pour éviter un tel dénouement? J'ai envie, encore une fois, de montrer un petit peu de bienveillance envers la mère parce que si celle-ci souffrait effectivement de pathologies mentales qui ont été ignorées, je pense qu'on aurait dû faire en sorte qu'elle soit prise en charge. Attention, ça n'excuse en rien ce qui est arrivé à Riley, en rien le fait qu'elle l'a d'ailleurs empêché d'aller se faire soigner après ses prises de médicaments dites accidentelles, mais je tiens quand même à dire que je pense qu'on aurait pu d'abord soigner la maman. Après, effectivement, si tous ces signaux ont été ignorés ou n'étaient pas visibles, personne n'aurait pu empêcher ce qui est arrivé à Riley. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette première histoire. J'avais vraiment envie de mettre un petit peu de réflexion par rapport à la santé mentale. Vous savez que c'est une question qui nous touche énormément sur Murders Explained. Donc je sais que peut-être beaucoup diront que dans tous les cas, la mère est coupable et qu'elle n'avait peut-être tout simplement qu'à pas avoir cet enfant, des mots que je peux trouver durs, mais je pense sincèrement que si sa santé mentale avait été traitée, si les signaux d'alarme n'avaient pas été ignorés ou du moins s'ils avaient été entendus, les 2 vies auraient pu être sauvées. Parce que je pense que la mère, une fois guérie, si elle l'est un jour, s'en voudra pour toujours d'avoir laissé Riley. Vous me direz ce que vous pensez de cette première histoire. Elle peut être assez compliquée à écouter, mais j'avais envie de vous la partager. Peut-être qu'elle était inédite pour vous. Nous passons maintenant à la deuxième affaire. L'affaire qui m'a fait justement avoir envie d'en trouver une autre pour vous parler de celle-ci. Je ne voulais pas vous faire une vidéo de 8 à 10 minutes, mais je voulais vraiment vous partager cette histoire qui m'a fait très froid dans le dos. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Je vous parle de Chynna Arnold. C'est une affaire qui s'est déroulée au début des années 2000 et qui personnellement m'a glacé de sang. Le 29 août 2005, Chynna Arnold a franchi une limite impensable. Elle a commis un acte que personne, et surtout une mère, ne pourrait imaginer être possible. Vous allez voir que cette histoire est d'une violence psychologique telle que la discrétion des viewers est vraiment conseillée. Ne la partagez pas à n'importe qui et croyez-moi, si vous êtes sensible, cette affaire n'est pas faite pour vous. Avant cette tragédie, Chynna Arnold, malgré un passé marqué par des incidents criminels comme un enlèvement en 2000 puis une affaire de contrefaçon en 2002, elle semblait déterminée à reconstruire sa vie. Elle avait laissé son passé derrière elle, elle a emménagé à Dayton, dans l'Ohio, pour offrir un foyer stable à ses enfants et vivre avec son compagnon, Terrell Tolley. Ensemble, ils espéraient repartir sur de nouvelles bases, loin des tumultes du passé. Pourtant, ce jour fatidique a fait voler en éclats cette apparente stabilité. Ce 29 août, une dispute éclate entre Chynna et Terrell. Tous les deux avaient consommé de l'alcool, achetant une bouteille de Bacardi pour célébrer un moment ensemble, tandis que la sœur de Terrell gardait leurs enfants, y compris Paris, leur petite fille âgée de seulement quelques semaines. Ce moment de détente s'est rapidement transformé en un échange tendu et lourd de reproches. Au cœur de leur querelle se trouvait un doute viscéral de Terrell sur la paternité de Paris. Une suspicion qui, nourrie par l'alcool, est devenue de plus en plus virulente. Ce soupçon de Terrell, qui donc, je vous le dis avec d'autres mots, doutait d'être véritablement le père de Paris, a déclenché des échanges violents, attisant la colère de chacun. La tension a culminé lorsqu'ils sont rentrés chez eux. L'altercation a d'ailleurs pris un tournant physique. Chynna aurait mordu Terrell à la lèvre dans un moment d'exaspération. Ce à quoi Terrell a répliqué par une gifle et l'a poussé. La dispute s'intensifie, une spirale de violence et de ressentiment que ni l'un ni l'autre ne semblait pouvoir enrayer.
Avant de sortir précipitamment de l'appartement, Terrell a lancé une menace lourde de conséquences. S'il découvrait que Paris n'était pas sa fille biologique, il mettrait un terme définitif à leur relation. Ce moment de rupture a marqué un point de non-retour, plongeant China dans une détresse où les conflits d'identité, la colère et les failles de son passé semblaient se mêler de manière explosive. Ce qui a suivi est difficile à concevoir et défie l'entendement humain. Soyez prêts. À cet instant précis, les fondements de leur foyer, déjà fragiles, se sont effondrés, entraînant des conséquences irréparables. Dans un acte inconcevable de violence, China a pris sa petite fille, Paris, âgée de quelques semaines, et l'a placée dans le micro-ondes, réglant la minuterie sur 2 minutes. Vous avez très bien entendu, le bébé était dans le micro-ondes en marche. Après ce geste insensé, elle s'est installée sur le canapé et elle s'est endormie. Elle a laissé sa fille seule, exposée à ce sort atroce. Ce moment de calme, de silence apparent, dissimulait un crime dont la brutalité défie toute imagination. Au petit matin, Terrell est rentré chez eux. Il a trouvé China profondément endormie. À ses pieds, sur le sol, Paris reposait dans son berceau. Ignorant encore l'horreur de la nuit précédente, Terrell s'est assoupi lui aussi pour quelques instants. Ce n'est qu'à son réveil, lorsqu'il a porté Paris, qu'il a été frappé d'horreur en constatant l'état de l'enfant. Elle était froide, elle était rigide, elle avait de grandes brûlures rouges sur son petit corps. Terrifié, Terrell réveille China et exige des explications. Pourtant, dans une attitude de déni, elle a affirmé ne rien savoir de ce qui était arrivé à leur fille. Sous le choc, le couple s'est précipité à l'hôpital avec Paris, dans un espoir désespéré, mais il était déjà bien trop tard. Les médecins ont découvert que la température interne de la petite avait atteint 108 degrés Fahrenheit, une chaleur extrême qui dépassait de loin les limites du supportable pour un être humain. Le médecin légiste, Dr Fierro, a confirmé lors du procès que Paris avait littéralement été cuite dans le micro-ondes. Je vous assure que quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit qu'on était sur un des pires crimes que j'ai pu voir pour Murders Explained. Les détails du rapport d'autopsie ont révélé l'ampleur de la souffrance. La chaleur intense avait causé des brûlures internes irréparables et des dommages à ses organes vitaux. Les conclusions exposées par le docteur Fierro ont ajouté une dimension insoutenable à cette tragédie déjà incommensurable. Le processus brutal de cuisson dans le micro-ondes avait plongé Paris dans une agonie silencieuse et terrifiante. Un acte si inimaginable qu'il a choqué les enquêteurs et laissé des traces profondes dans l'esprit de tous ceux qui ont suivi cette affaire. Évidemment, China a été arrêtée et après un procès qui a été exposé à la dure réalité de ses actes, elle a été condamnée. Pour la famille, les proches et même les simples spectateurs de cette affaire, l'image de Paris et le poids insurmontable de cette tragédie demeurent encore aujourd'hui, posant à chacun des questions sur la nature humaine et la fragilité de la vie des plus innocents. Lors de la première fouille de l'appartement de China et Terrell, les enquêteurs ont découvert une serviette humide dans la baignoire, recouverte de sédiments sombres, comme si quelqu'un avait tenté de nettoyer ou de sécher des blessures inhabituelles. Les marques sur la peau de Paris étaient si étranges et les brûlures peu communes que les enquêteurs n'ont pas tout de suite compris leur origine. Ils n'ont pas du tout pensé immédiatement à examiner un micro-ondes. Cette absence d'indices directs a empêché la police de formuler la théorie la plus solide sur la cause de la mort. Et sans preuve suffisante, les accusations initiales contre China pour mise en danger d'enfants avaient été abandonnées. Mais vous l'avez entendu, elle a fait face à un procès. Donc 1 an plus tard, en 2006, une affaire en Virginie, un cas rare de blessures similaires, a alerté les enquêteurs de Dayton, les incitant à revenir sur la mort de Paris et à réexaminer leur enquête. Dans cette nouvelle optique, les détectives avaient envisagé cette possibilité effroyable, le micro-ondes. Lorsqu'ils sont retournés à l'appartement, ils ont découvert que malgré le déménagement de China, le micro-ondes d'origine était toujours en place. Les experts ont examiné l'appareil et ont trouvé une preuve glaçante. De l'ADN correspondant à celui de Paris avait été identifié à l'intérieur, sur le toit du four à micro-ondes. Les traces correspondaient au schéma de brûlure que le coroner avait observé, ce qui a confirmé que Paris a été exposée
à une source de chaleur si intense et concentrée qui était parfaitement cohérente avec les ondes d'un micro-ondes. Avec cette nouvelle preuve, c'est à ce moment que China a été arrêté et accusé de meurtre aggravé. Lors de son procès, au mois de novembre 2006, son équipe de défense a cherché à contester cette théorie, en affirmant qu'elle n'avait aucun souvenir d'avoir placé son enfant dans le micro-ondes et qu'elle se trouvait dans un état émotionnel et mental altéré lors de cette nuit. Ils ont certainement essayé d'appuyer sur le fait que d'ailleurs elle avait bu trop d'alcool. Cette défense tentait d'appuyer l'idée d'un état dissociatif ou d'une amnésie causée par le stress ou l'alcool, cherchant à expliquer son comportement inexplicable. Malgré ces arguments, les preuves matérielles, dont l'ADN de Paris trouvé dans le micro-ondes et les conclusions des médecins sur les brûlures subies, ont dressé le portrait accablant et indéniable de ce qui s'était passé. Le procès a mis en lumière une série de choix, de violences et de négligences tragiques, laissant la famille et le public stupéfaits devant la cruauté de cet acte. Pour beaucoup, cette affaire a soulevé des questions profondes sur les failles de l'aide psychologique et le soutien des familles en difficulté, tout en réaffirmant la nécessité de protéger les plus vulnérables, ici un bébé, dans des situations où la détresse et l'isolement peuvent conduire à des actes inimaginables. Mais dans un rebondissement inattendu, l'affaire a pris une tournure surprenante lorsque la défense a révélé de nouveaux témoignages. Des enfants du quartier ont affirmé que le neveu de China, alors encore très jeune, aurait été celui qui a placé le bébé dans le micro-ondes et l'aurait mis en marche. Face à cette nouvelle hypothèse, le juge a ordonné un nouveau procès, soulevant donc des doutes sur la culpabilité de China et ajoutant une complexité. Cependant, il est rapidement apparu que cette piste n'était qu'une fausse alerte. La mère du garçon, présentée comme étant le neveu de China, a apporté une preuve solide pour prouver que son fils ne se trouvait même pas à proximité de l'appartement le jour du drame. Ce démenti a mis fin à cette ligne de défense. Ce que je pense ici, c'est que soit si c'était vraiment son neveu, on était donc sur la famille qui essayait de sauver China, mais j'y pense pas du tout, soit on a tout simplement essayé de mettre un bobard et la faute sur un enfant qui donc aurait une condamnation moins grave. En février 2008, lors du second procès, China a été de nouveau jugé et cette fois-ci reconnu coupable. Mais en novembre 2010, la cour d'appel a annulé le verdict, car certains témoins essentiels pour la défense n'avaient pas pu témoigner, violant ainsi le droit de China à une défense complète. Est-ce que le karma essaye de faire en sorte qu'elle ne soit pas condamnée? Je trouve ça bizarre. La procédure judiciaire déjà éprouvante se compliquait encore et rendait cette condamnation définitive, difficile à obtenir. Lors d'un troisième procès, les avocats de China ont introduit une nouvelle ligne de défense, suggérant que Terrell, le compagnon de celle-ci, aurait pu être le véritable auteur de ce crime. Cependant, les preuves et les témoignages de l'accusation étaient trop convaincantes pour que cette théorie prenne corps. Le jury a plutôt retenu l'argument selon lequel China, en proie à des sentiments de colère et de frustration, aurait agi pour empêcher Terrell de procéder à un test de paternité pour Paris. Donc en gros, elle aurait mis son bébé dans le micro-ondes et l'aurait fait cuire pour que toute preuve que ce bébé n'était pas... pour que toute preuve que si ce bébé n'était pas celui de Terrell, eh bien ça disparaisse. Mais du coup, ça montre également à Terrell que visiblement, ce n'était pas son enfant aussi. L'accusation a souligné que cet acte allait bien au-delà de la cruauté, car il s'agissait d'un crime méticuleux. Il avait fallu que China prenne son bébé, le place dans le micro-ondes, referme la porte, appuie sur les boutons de marche et attende que celui-ci fonctionne. Donc elle était consciente de l'horreur qui était en train de se dérouler. Cet acte délibéré, selon l'accusation, témoignait d'une violence bien plus perverse qu'une attaque spontanée avec une arme. Bref, en mai 2011, après un énième procès éprouvant et une enquête qui s'est étendue sur environ 6 ans, China Arnold a été définitivement reconnue coupable de meurtre aggravé. Elle a été condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Ce verdict a marqué la fin d'une affaire qui a profondément ébranlé le public par sa cruauté et par l'implication déchirante d'un parent dans la mort de son propre enfant. Pour la famille, les proches et ceux qui ont suivi cette affaire, peut-être même pour vous, la condamnation de China a apporté un semblant de justice pour ce bébé, même si rien ne peut effacer l'horreur de sa disparition.
Déjà qu'on ait un bébé qui soit décédé, je trouve que c'est vraiment triste et dramatique. De plus, tué par un membre de sa famille qui est ici sa mère, mais surtout la manière dont ça a été fait, c'est vraiment le crime le plus horrible que j'ai eu à écrire. Un dernier appel a été tenté par la défense de China, mais en 2013, la Cour a rejeté la requête, confirmant ainsi sa condamnation à perpétuité. Cette décision finale a été appuyée par les témoignages de plusieurs psychologues, qui ont conclu que cette mère ne souffrait d'aucune maladie mentale suffisamment grave pour expliquer ou même essayer de justifier l'acte dont elle était accusée. Et du coup, je fais un parallèle avec la première affaire où je vous ai parlé d'une certaine bienveillance envers Mary Macy, dans le sens où celle-ci a visiblement eu des troubles qui ont été ignorés, donc c'est pas pour justifier l'acte qu'elle a fait, mais pour expliquer qu'on peut avoir une autre dimension à cette affaire. Ici, il n'y en a pas. C'était simplement un acte de sang-froid pour essayer de sauver sa relation. Le docteur Jeffrey Smaldon, expert en psychologie clinique, a décrit l'état de China comme un état dépressif chronique de faible intensité, exacerbé par une consommation excessive d'alcool et de drogue. Bien que ces troubles aient pu influencer son jugement, le docteur a été catégorique. Il n'y avait rien dans son état psychologique qui peut justifier ou essayer d'excuser la mort de son bébé. Malgré les preuves accablantes et les verdicts répétés, China continue de clamer son innocence, niant avec force avoir tué son bébé de manière aussi atroce. Ses déclarations ne faiblissent pas et elle maintient qu'elle n'aurait d'ailleurs jamais pu commettre un acte aussi inhumain. Dans une ironie tragique, les tests ADN réalisés après la mort de Paris ont confirmé que Terrell Tolley était bel et bien le père biologique de la petite, ce qui souligne l'absurdité des soupçons et des tensions qui ont alimenté cette dispute fatidique pour la petite le jour de sa mort. Pour beaucoup, cette révélation finale ajoute une nouvelle note de tristesse supplémentaire à cette affaire déjà profondément troublante, rappelant les conséquences irréversibles des décisions prises sous l'effet de la colère, de l'alcool et de la confusion émotionnelle. Avec cette nouvelle révélation, j'ai eu une pensée. Je me suis dit qu'il était possible que China ait plusieurs relations au moment de la conception de Paris. Donc peut-être qu'elle avait des relations avec son père biologique, mais aussi avec d'autres hommes, ce qui l'a amené à douter de la véracité de l'information que Terrell était bel et bien le père de Paris. Aujourd'hui, l'histoire de China Arnold et de Paris continue de hanter les mémoires, laissant un souvenir indélébile et posant des questions douloureuses sur les limites de la psychologie, la prévention de violences familiales et la protection des plus vulnérables. Au-delà des verdicts et des condamnations, les histoires de Riley et de Paris restent gravées dans les mémoires comme des rappels poignants des vies innocentes arrachées trop tôt. Elles nous rappellent que derrière chaque statistique de violence domestique ou d'abus, il y a des visages, des enfants et des familles qui restent marqués à jamais. La douleur des familles endeuillées, les larmes des grands-parents et l'incrédulité des témoins nous laissent avec un sentiment de perte irréparable. Ces affaires sont bien plus que des récits de true crime. Elles sont des appels à la vigilance, des demandes silencieuses pour qu'on puisse agir si nous voyons quelque chose, en tant que société également, pour protéger les plus vulnérables. Si nous pouvons tirer une leçon de ces tragédies, c'est bien l'importance de voir, d'entendre et de répondre avant que l'irréparable se produise. Voilà tout le monde pour ces deux affaires parlant de la mort d'enfants faite par les parents. Dans la première affaire, comme vous l'avez vu, j'ai eu une certaine bienveillance envers la mère, dans le sens où je pense sincèrement que si elle avait été soignée, elle aurait également soigné sa fille. Malheureusement, ce n'était pas le cas et son état psychologique était ignoré, son état mental également. J'espère sincèrement qu'aujourd'hui, il y a plus de prise en charge par rapport à ces sujets. Et pour l'histoire de China et de Paris, par contre, je ne peux avoir aucune bienveillance envers cette mère. L'alcool et la drogue n'excuseront rien et ne justifieront rien. Et en plus de ça, comme vous l'avez entendu, d'après plusieurs médecins, plusieurs psychologues, il n'y a eu aucune défaillance dans son état mental. Vous me direz ce que vous avez pensé de ces deux histoires, vous me direz si vous les aviez entendues. En ce qui me concerne, je vous laisse là. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si vous souhaitez soutenir Murders Explained. Je vous retrouve très prochainement pour une histoire horrifique ou deux, comme dans cette vidéo. D'ailleurs, dites-moi si vous avez bien aimé le fait qu'on ait deux histoires à l'intérieur d'une vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir. Rejoignez-nous sur Instagram @MurdersExplained. Je vous embrasse et à très bientôt pour une nouvelle histoire.